Hello tout le monde, bienvenue dans mon univers. Alors aujourd'hui, je vous présente le Levet the Ghost Tarot que j'ai acheté sur le site du Salon des Arcanes. Je viens de le recevoir. Alors malheureusement, je ne pourrai pas vous faire une vidéo comme à mon habitude avec la vision de l'auteur parce que je n'ai que le petit livret qui était fourni avec. Et la créatrice n'a pas encore répondu à mon mail en lui demandant si elle avait un livret plus complet avec la description des cartes. Donc, je vais vous le faire un peu différemment. Donc là, on a la boîte. Il est violet sur les tranches, pas brillant, mat. Et donc, il n'y a que du gris, du rouge et du bleu sur toutes les cartes. Et dès que je l'ai vu, je l'ai adoré. Alors, la créatrice, c'est... je ne sais plus comment elle s'appelle, d'ailleurs. Bon, je vais retrouver ça, je vous mettrai ça dans la barre de description. En tout cas, elle fait des tatouages et j'aime beaucoup sa façon de représenter les personnages et j'ai eu un vrai coup de cœur. Alors au début, je le trouvais un peu cher et finalement, je me suis laissée tenter. Donc, on va commencer par le début. Alors, on va commencer par la carte du fou. Alors, dans son petit livret, il y a juste une explication alors, ce qui est très bizarre, c'est qu'elle a nommé les cartes en français, mais elle en a donné une description uniquement en anglais. Donc là, elle ne donne pas une description de la carte, elle donne juste une description de la signification de la carte. Alors, on commence par le fou. Alors, cette carte-là, vous verrez qu'on a une représentation d'un personnage donc qui s'en va, donc ça c'est toujours comme le fou. Par contre, le chien, eh bien, c'est un genre de fantôme qui le suit. Et ce qui est très intéressant, c'est que on a un fou qui n'a pas la tête sur les épaules. Donc on a tous les attributs habituels du fou, mais là il nous explique que il est fou parce qu'il n'a pas la tête sur les épaules et c'est peut-être pour ça qu'il va dans un monde inconnu. Ensuite, on a la carte du magicien. Donc là, on a un personnage qui a... Alors là, on n'a pas les attributs habituels du magicien, mais on a un personnage qui a une lune dans une main et qui a un soleil dans l'autre main, qui a un peu la tête dans les nuages, donc qui est relié peut-être à l'invisible. Et en fait, il sourit pas. Il essaye peut-être de faire un tour de magie avec la lune et avec le soleil. Et voilà, donc ça c'est une représentation inhabituelle du magicien, mais on comprend bien le principe. Dans la description des cartes, elle nous dit quand même que la seule chose dont vous avez besoin, pour réaliser vos rêves, c'est d'avoir des rêves et des plans. Là, on a une papesse qui est également très connectée à l'invisible, qui est assise sur ses livres et qui ne lit pas ses livres, qui pense à autre chose ou qui pense, qui réfléchit, qui est assez secrète. En tout cas, comme le principe même de la papesse, elle ne lit pas son livre. Alors là, on a une impératrice qui n'a pas l'air très joyeuse. Là encore, on retrouve comme pour le magicien, on retrouve la lune et on retrouve le soleil. Elle a quelque chose, elle a un crâne dans la main, peut-être quelque chose qui s'est terminé. Par contre, il y a plein de branchages, enfin de débuts de branchage et on voit qu'elle va créer quelque chose. Une fois que quelque chose s'est terminé, elle va créer quelque chose.
Alors là, on a un empereur. Alors je pense que... alors là, on a le soleil. Et elle nous dit dans son petit livret, eh bien, qu'elle a représenté l'empereur par le chat, parce que c'est un animal qui est indépendant, qui est une figure d'autorité, et donc c'est vrai que cette représentation de l'empereur, elle est très intéressante, parce qu'un chat, c'est indépendant, ça sait ce que ça veut, et donc j'ai trouvé que cette représentation était très intéressante. Là, on a la représentation du pape avec un personnage qui fait plein de choses, qui se connecte au divin, qui est quand même dans la matière et qui se concentre quand même sur lui, et qui écoute son intériorité. Donc il fait plein de choses en même temps, et c'est un peu le principe du pape qui est là pour guider les personnes. Et on voit là qu'il regarde vers l'étoile, qui est également une définition du guide. Là, on a la carte des amoureux, donc toujours encore avec la lune et avec le soleil. Donc peut-être que les contraires peuvent s'attirer. Voilà la carte du chariot. Alors là, on n'a qu'un animal, mais à 2 têtes. Donc c'est un peu compliqué pour que les 2 têtes se mettent d'accord sur la direction à suivre. Donc là, on a un personnage qui est censé les guider, et elle nous explique dans son livret que on est très regardé sur ce qu'on va faire, parce qu'il y a plein de petits yeux sur toutes les représentations là qui sont le long. Donc elle nous explique que c'est une carte où on doit maîtriser une situation, mais qu'on est observé pour voir si on fait correctement les choses. On a la carte de la justice. Alors là encore, on a la lune et on a le soleil. On a des personnages un peu contradictoires. Elle est un peu dans le flou, elle est un peu dans la réalité. Donc on a l'impression que la justice est là pour trancher ou pour équilibrer les contraires. La carte de l'ermite, alors là on a un personnage qui se retrouve tout seul parmi de grandes montagnes. Donc on ne sait pas trop ce qu'il va faire. En tout cas, on voit une porte à cet endroit-là. Peut-être qu'il va y aller, peut-être pas, peut-être qu'il va mettre du temps pour y aller. En tout cas, on est dans le flou, on est dans la nuit, et ce personnage va devoir trouver cette porte ou trouver une solution à sa situation. Là, on a la roue de fortune. Donc pour la roue de fortune, c'est juste une représentation des cycles de la vie. Donc on a le soleil, on a la lune, on a la pleine lune, et donc cette carte là est principalement représentée sous forme de cycle. Pour la force, on a, alors je ne sais pas si c'est un chat ou une panthère. En tout cas, on a une représentation d'un personnage qui se mélange avec cet animal, parce qu'on a le bras qui sort de ce côté-là. C'est un peu flou. En tout cas, on a le soleil qui est représenté derrière, donc qui représente bien la force. La carte du pendu. Alors là, on a le personnage du pendu qui n'a pas de tête. Par contre, il y a plein de représentations de dieux, donc des yeux qui regardent, ou peut-être que ça veut nous faire penser au fait qu'il faudrait regarder la situation différemment, qui est le principe de la carte du pendu, avec ces yeux qui sont un peu partout et qui regardent un peu les choses différemment. Là, on a la carte de la mort, et là, l'illustratrice nous explique que c'est une renaissance. Donc on a un squelette qui est là, mais on a un personnage. Alors on ne sait pas si le personnage existe et qu'il est en train de se transformer en squelette pour reprendre quelque chose, ou si c'est un squelette qui vient accoucher d'un personnage qui correspond donc à la renaissance.
On passe à la tempérance. Donc là, on a le système des vases communicants. On a une personne, on a une fleur. Donc il n'y a pas de personnage, mais cette fleur est ancrée dans le sol et elle représente la communication ou le fait d'harmoniser une situation. Donc là on voit qu'on a plutôt une terre aride et là on voit qu'on a plutôt une terre fertile et peut-être qu'elle est là pour harmoniser ces différentes terres. Là on a la carte du diable. Donc on a un personnage avec 2 têtes mais avec 2 bras. Là, elle ne nous explique pas vraiment à quoi ça correspond, si ce n'est que on est parfois on est parfois tiraillé entre notre mental et notre cœur et qu'on ne sait pas forcément dans quelle direction aller. La carte de la maison de Dieu. Donc là encore, on a un petit personnage qui quitte la maison. Là, on a l'impression qu'il y a un petit fantôme à l'intérieur de la maison. C'est assez flou. On ne sait pas à quoi ça correspond. Il n'y a pas le fait de casser quelque chose, mais on voit bien que cette tour, elle est sur le point de s'effondrer. Donc, il y a un bouleversement qui s'annonce. La carte de l'étoile, donc là c'est un personnage avec la tête en forme d'étoile, on retrouve la lune. La carte de la lune, donc là on a une planète, on a le soleil, on a la lune, on a encore le soleil. Donc là encore on a des choses qui ne sont pas forcément très claires. On a l'impression que la lune, c'est elle qui comment dire, on a l'impression que c'est elle qui a pris possession du soleil et que elle lui fait faire un peu ce qu'elle veut. La carte du soleil. Donc les personnages ne sont jamais très joyeux. Là on a encore un soleil et une lune. La carte du jugement. Donc là c'est un personnage qui voit plein de choses parce qu'il a plein d'yeux et qui est en train de réveiller, alors on ne sait pas qui parce qu'il n'y a pas d'autres personnages dessus, mais en tout cas il est en train de réveiller ou de communiquer quelque chose grâce à son instrument de musique. Et on a la carte du monde, encore avec la lune et le soleil, avec un personnage qui est ancré et qui est un peu dans les nuages. Et là, il y a des choses pas très claires qui se passent, en tout cas des choses qu'on ne connaît peut-être pas encore. Donc ça, c'était pour les arcanes majeurs. Les arcanes mineurs ne sont pas illustrés. Et c'est ce qui m'a rebuté un peu au début. Par contre, quand on les regarde avec un peu plus de précision, eh bien on s'y retrouve. D'autant que dans son petit livret, alors elle nous a donné juste un mot-clé par arcane mineur, mais je trouve qu'ils sont bien choisis. Donc là, c'est l'as de coupe et elle nous dit que c'est un nouvel amour. Donc on a un coquillage qui est ouvert et qui déborde comme une coupe. Le 2 de coupe, elle nous dit que c'est de l'amour partagé. Donc on a 2 coquillages qui sont dans la même forme, qui sont vraiment en harmonie et il y a quelque chose qui se passe entre les deux. Le 3 de coupe, c'est l'amitié. Donc on voit encore des coquillages qui sont entrelacés les uns dans les autres et qui sont très proches. Le 4 de coupe, elle nous dit que c'est de la contemplation. Donc là, on a peut-être l'intérieur d'une coquille, mais où il ne se passe pas encore grand-chose et où la perle n'est pas encore en train de croître parce que pour l'instant, on est dans le 4 de coupe, donc elle ne fait rien, c'est une période de repos. Alors le 5 de coupe, j'ai pas compris. C'est la signification des regrets. Par contre, j'ai pas compris l'illustration.
Donc je ne sais pas, il y a une petite couleur bleue au milieu. Peut-être que on regrette de ne pas s'être étendu, de ne pas... je ne sais pas. Si vous avez une idée, dites-le moi. Le 6 de coupe, donc là, c'est la joie. Elle a représenté ça par la joie. Moi, je l'aurais plutôt vu comme quelque chose de plus ancien, comme les anciens coquillages, quand ils ont laissé leurs traces soit dans le sol, soit dans la terre, soit dans des montagnes. Et bien, on voit les reliquats de traces de coquillages. Et pour moi, c'était plutôt le passé et puis la nostalgie, comme le 6 de coupe. Le 7, elle nous dit que c'est une opportunité. Donc là, on a peut-être la petite perle qui a grandi par rapport au 4 de coupe et que ça nous présente une opportunité de tomber sur cette carte. Alors le 8 de coupe, eh bien, on nous dit que c'est une déception. Alors là, je ne sais pas non plus, ça rejoint un peu, il y a un peu de bleu. Je ne vois pas à quoi ça correspond. Le 9 de coupe, c'est la gratitude. Donc là, on a une coquille qui est plein d'autres petits, qui a fait des petits, qui est plein d'autres petits coquillages. Et donc, ça correspond bien au 9 de coupe. Et là, on a le 10 de coupe où elle nous dit que c'est l'amour divin. Alors là aussi, je comprends pas vraiment. Après, je sais que les significations du 10 de coupe, mais en tout cas, la démonstration, enfin l'explication de cette carte, je ne l'ai pas. Là, on a un valet de coupe avec un petit tétard. Le cavalier de coupe qui est représenté par un... Voilà, maintenant ça m'est sorti par un hippocampe, pardon. La reine de coupe qui a l'air un peu perdue, elle cherche quelque chose dans son coquillage. Là, c'est une sirène, elle ne sait pas trop, mais elle a un grand cœur tatoué sur sa poitrine. Et là, on a le roi de coupe. Alors lui, c'est une pieuvre, il sait tout, il voit tout et il maîtrise tout dans son élément. Donc ça, c'est pour les coupes. On va passer au denier. Pour l'as de denier, rien de particulier, c'est la représentation traditionnelle. Le 2 de denier, elle nous dit que c'est l'adaptation. Alors, je suis d'accord sur le principe. Après, je ne sais pas ce que représente cette carte, en tout cas en matière d'adaptation. Vous me direz. Le 3 de denier, la collaboration. Donc là, on voit des étoiles de mer. Alors peut-être que le 2 de denier, ça représente une étoile de mer où on a plusieurs couleurs, donc plusieurs étoiles de mer qui se sont adaptées à leur environnement pour pas se faire repérer, peut-être. Donc la collaboration, donc on voit 3 étoiles de mer qui s'imbriquent l'une dans l'autre. Le 4 de denier, le fait de conserver quelque chose. Donc là, on a un panier avec, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais en tout cas, toutes les boules sont reliées et ne peuvent pas partir. Donc, on a bien l'idée de conservation. Le 5 de denier, bien c'est la perte. Alors là, on a effectivement un vase qui est brisé et où on perd quelque chose. Le 6 de denier, c'est le partage. Donc là, on voit une citrouille, mais à l'intérieur, on a l'impression que c'est plutôt une pastèque. Donc, on partage quelque chose. Peut-être qu'on a fait un mix de fruits et légumes. Le 7, c'est la persévérance. Voilà. Le 8, le développement. Donc là, on a tout ce qu'il faut pour avancer.
Le 9 de denier, l'abondance. Donc là, on a plein d'étoiles à l'intérieur de cette représentation. Et le 10 de denier, la fortune. Donc c'est comme ça que l'illustratrice représente la fortune avec toutes ces étoiles, toute cette chance, toute cette abondance. Le valet, donc on a alors je ne sais pas ce que c'est, un oiseau qui va vers sa chance, vers son étoile qui la guide. Le cavalier qui est en train de faire des choses très terre à terre, qui est en train de récolter des fleurs, donc lui avance doucement. La reine de denier qui a amassé un certain nombre de biens matériels et qui les conserve et qui s'en occupe. Et le roi de denier, on retrouve notre petit empereur qui cette fois n'est plus sur son grand trône, sur son grand siège, qui là est sur ses petits coussins et qui se repose dans sa belle petite vie matérielle. On poursuit avec les épées. Donc là, on a l'as d'épée qui représente une nouvelle idée, donc qui germe de cette épée qui germe et qui va aller vers le mental. Le 2 d'épée, donc là, elle nous dit que c'est une décision, donc on retrouve la lune et le soleil. Vers quoi on penche? Eh bien, on voit que c'est comme une balance qu'il faut trouver, qu'il faut prendre une décision et que pour l'instant, on est dans l'indécision. Le 3 d'épée, eh bien, c'est un cœur brisé. Le 4 d'épée, c'est une carte de repos. Donc, on a cette épée là qui... alors, on a de nouveau un petit soleil au milieu, une petite étoile. On a cette carte qui se repose dans un nid entre rouge, en mélange de rouge et de bleu. Le 5 d'épée, elle nous dit que c'est la carte du conflit. Alors encore le soleil et la lune qui s'opposent. Le 6 d'épée, alors pour elle, c'est une transformation. C'est normalement une carte dans laquelle on s'éloigne. Et donc là, elle nous dit bien qu'on coupe avec une situation et qu'on va vers une autre. Donc c'est une carte bien représentative. Alors là, on a le 7 d'épée. Donc on a une genre d'épée courbée qui n'est pas très claire parce qu'elle est toute floue. Et en plus, on a un serpent. Donc elle nous dit que c'est de la rivalité et de la fuite. Alors effectivement, il y a une ambiance un peu délétère, un peu quelque chose qui n'est pas clair, et je trouve que ça représente bien le 7 d'épée. Le 8, elle nous parle d'emprisonnement. Donc là encore, on a une planète, on a la lune sous plusieurs formes, on a le soleil, et on voit que ils sont tous, ils ne peuvent pas, aucune de ces épées ne peut bouger. Le 9 d'épée, l'anxiété. Et le 10 d'épée, la défaite. Alors on voit cette épée qui est complètement cassée, complètement craquelée sur sa lame. Le valet d'épée qui est dans les nuages. Alors il a la lune, il réfléchit, il sait pas encore, il réfléchit beaucoup, il fait pas encore grand chose. Le cavalier d'épée, alors là c'est un genre de dragon hippocampe. Qui a certainement plein d'idées et qui va les mettre en œuvre. La reine d'épée, alors là on a une double reine, comme dans la carte les arcanes majeures, c'était aussi une... je vais la retrouver, le double, voilà. Comme dans la carte de la justice. Donc la reine d'épée, c'est une reine qui tranche. C'est une reine, on a l'impression que ce sont les mêmes personnages d'ailleurs, mais qui ont un peu grandi. Et donc là, elle essaye également de trancher une situation ou de trouver une solution qui soit un peu dans l'équilibre. Donc on a vraiment l'impression que c'est la carte de la justice en un peu plus âgée. Et on a le roi d'épée.
On finit par les bâtons. Donc là, on a l'as de bâton, où elle nous dit que c'est une carte d'inspiration avec cet arbre qui est en train de naître, de grandir. Le 2 de bâton, elle nous indique que c'est une carte de planification. Donc là, on a encore le soleil et la lune. Là, je ne sais pas ce que... Enfin, ces arbres sont en train de grandir et peut-être qu'avec le cycle soleil-lune-soleil, eh bien, on nous explique qu'il faut peut-être encore attendre certains cycles pour faire avancer une situation. Le 3, la carte de l'expansion. Le 4 de bâton, la carte de la célébration. Donc là, on voit bien que ces 4 bâtons sont reliés entre eux. On dirait des lumières de fête. Le 5 de bâton, donc là on voit bien les 2 animaux qui sont en lutte, et là elle nous indique que c'est de la carte des tensions. Le 6 d'épée, le 6 de bâton, pardon, la carte du succès. Donc là on voit bien la rose éclore, pleine de couleurs. Bon, si on peut dire pleine de couleurs parce qu'il n'y a que 2 couleurs. Bon. Le 7 de bâton, elle nous indique que c'est la carte de la compétition. Donc là, on a un serpent, on a une genre de chaise et je sais pas. Là, la compétition, je ne sais pas. Si vous avez des idées, vous me direz. Le 8 d'épée, le mouvement, donc là oui, il y a un tourbillon tout autour de cette canne. Le 9 de bâton, je crois que j'ai dit épée, c'est bâton, je suis désolée. Le 9 de bâton, la résilience, donc là c'est un arbre qui a réussi à sortir et à faire des fleurs malgré l'aridité du terrain sur lequel il y était. Donc ça, je suis assez d'accord avec cette définition. Et le 10 de bâton, donc là on nous dit que c'est un burn-out, c'est un arbre qui a été traversé par la foudre et c'est vraiment la fin des haricots. Voilà. On a ce joli petit valet d'épée qui ressemble à une souris qui va se coucher. Oh, valet d'épée. Valet de bâton, je suis vraiment désolée. Le cavalier de bâton, donc, qui est un jeune... alors, je dirais un fan. Par contre, il a des bois de cerf. Donc, il est peut-être fougueux, comme le cavalier de bâton. La reine de bâton qui est dans son environnement, qui est dans la créativité, comme les reines de bâton. Et le roi de bâton qui est un cerf qui a suivi peut-être son chemin, son guide, parce qu'on voit l'étoile, et qui a atteint son but. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura plu. C'est vraiment un joli... j'aime beaucoup les couleurs, même s'il n'y en a pas énormément. Et maintenant, il va falloir que je fasse quelques tirages avec pour savoir s'il me parle. À bientôt, et puis n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire.